Dans le district de Ngolo, à 80 km de la grande ville de Zamaka, le village de Kounda s'étendait comme une oasis de tradition au cœur d'une savane dorée. Les cases en terre, aux toits de chaume soigneusement tressés, formaient un cercle parfait autour d'une place centrale où trônait un baobab millénaire, ses branches noueuses s'élevant vers le ciel comme des bras protecteurs. Les murs des cases étaient ornés de motifs géométriques peints en blanc, ocre et rouge, symbolisant les esprits des ancêtres, la fertilité de la terre et la puissance du soleil. Les habitants, vêtus de pagnes aux couleurs vibrantes rouge flamboyant, bleu ciel, jaune soleil vivaient au rythme des saisons, labourant les champs de mil, tissant des nattes en raffia, et honorant les ancêtres lors de cérémonies où les tambours résonnaient jusqu'à l'aube. Mais depuis plusieurs semaines, une peur insidieuse avait transformé les rires en chuchotements et les nuits en cauchemars. Richard Yekay, le chef du village, était un homme de 40 ans, robuste, mesurant 1,80 m, avec une peau ébène luisante sous le soleil et un regard dur qui imposait le respect. Ses cheveux courts, tressés et ornés de perles blanches, scintillaient comme des étoiles, et son pagne bleu noué autour de la taille portait des motifs de vagues, symbole de la rivière sacrée qui coulait non loin. Richard était connu pour sa voix grave, un grondement profond qui calmait les esprits même dans les moments de crise, mais ce soir-là, alors qu'il se tenait sous le baobab, son cœur battait à tout rompre. Une rumeur terrifiante circulait dans Kounda. Moussa Diallo, un ancien du village mort quelques heures plus tôt, pourrait être un vampire. Moussa Diallo, âgé de 78 ans, était le doyen de la famille Diallo, une lignée crainte dans tout le district de Ngolo. On racontait que les Diallo avaient conclu un pacte avec des esprits sombres il y a des générations, un pacte qui les liait à des forces occultes. Moussa, un homme maigre aux cheveux gris tressés et ornés de perles rouges, portait toujours un pagne noir, un signe de deuil éternel, et un collier d'ossements autour du cou, symbole de sa connexion aux ténèbres. Sa mort avait été rapide, survenue après une longue maladie qui l'avait cloué au lit pendant des mois, son corps frêle enveloppé dans une couverture usée, ses yeux voilés par la souffrance. Mais ses dernières paroles, murmurées dans un souffle rauque alors que ses fils tentaient de le réveiller, avaient semé la panique. « Enterrez-moi à la place habituelle. Je reviendrai dans 3 mois. » Richard avait assisté à l'enterrement, une cérémonie expéditive menée sous la pression de la peur collective. Le cimetière principal de Kounda, situé à la lisière du village, était un lieu sacré mais redouté, entouré de hautes herbes sèches et de buissons épineux qui bruissaient sous le vent comme des murmures menaçants. Sous un ciel assombri par des nuages lourds, les villageois avaient porté le cercueil de Moussa, un simple coffre en bois brut, jusqu'à une fosse fraîchement creusée. Le père Anselme, un prêtre catholique de 50 ans, mince, avec des lunettes épaisses et une soutane usée, avait présidé la cérémonie. « Que son âme trouve la paix », avait-il murmuré, traçant un signe de croix rapide, mais ses mains tremblaient, et ses yeux trahissaient une peur qu'il ne pouvait dissimuler. Les villageois, tête baissée, avaient murmuré des prières, leur voix étouffée par l'angoisse, avant de se disperser en hâte, fuyant l'obscurité grandissante. Cette nuit-là, un incident bouleversant avait secoué le village. Aïssa, une jeune femme de 28 ans, à la peau ébène et aux tresses ornées de perles bleues, avait été réveillée par des bruits étranges autour de sa case, située à la lisière de Kounda, près des champs de mil. Elle vivait avec son mari Oumar, un cultivateur robuste de 35 ans, et leurs 2 enfants, un garçon de 6 ans et une fille de 3 ans. « Écoute » avait-elle murmuré, serrant ses enfants endormis contre elle, ses doigts crispés sur une couverture en tissu wax. « Il y a quelque chose dehors. » Oumar, un homme courageux mais prudent, s'était levé, malgré les protestations de sa femme, et avait jeté un coup d'œil par une fente dans le mur de terre. Ce qu'il vit le glaça d'effroi. Dehors, une nuée de chauves-souris s'élevait dans le ciel, leurs ailes battant l'air avec un sifflement sinistre, comme un présage de malheur. Un vent étrange soufflait, faisant claquer les portes des cases voisines, et dans l'obscurité, une silhouette s'approcha lentement. « Ne regarde pas » avait supplié Aïssa, sa voix tremblante, mais Oumar, paralysé, ne pouvait détourner les yeux. La silhouette était celle de Moussa Diallo, ou du moins ce qu'il en restait. Son corps était pâle, presque translucide, ses yeux brillaient d'une lueur rouge, et un rictus terrifiant déformait son visage ridé. « J'ai faim » avait-il grondé,
sa voix rauque résonnant comme un écho d'outre-tombe. Il s'était jeté sur Oumar avec une force inhumaine, le saisissant par le bras et lui infligeant une blessure brutale. Aïssa avait hurlé, protégeant ses enfants qui s'étaient réveillés en pleurant, tandis que Moussa, ignorant les humains, s'était tourné vers une chèvre attachée à l'arrière de la case. Avec une sauvagerie qui n'avait rien d'humain, il avait arraché la chair de l'animal, ses crocs luisant sous la faible lumière d'une lampe à huile, laissant derrière lui un carnage sanglant avant de disparaître dans la nuit. La nouvelle de l'attaque s'était répandue comme une traînée de poudre, et le lendemain matin, les villageois s'étaient réunis sous le baobab, leurs visages marqués par une angoisse palpable. Fatou, une vieille femme de 70 ans, aux cheveux gris tressés et ornés de perles rouges, s'était avancée, ses doigts noueux serrant un collier de perles qu'elle portait autour du cou. « Je pleure pour le village, murmura-t-elle, les yeux rougis par les larmes. Chaque fois qu'un Diallo meurt, la terreur s'installe. Moussa est un vampire, un non-mort. Il faut agir, chef Richard. » Les murmures d'approbation parcoururent la foule, et tous les regards se tournèrent vers Richard Yekay. Richard, debout au centre de la place, sentit le poids de leurs attentes peser sur ses épaules. Il avait entendu des rumeurs de vampires dans d'autres régions d'Afrique, au Congo, en Ouganda, dans des villages reculés où les croyances ancestrales dominaient encore. On parlait de véritables vampires, pas les créatures fictives des histoires modernes, mais des êtres réels, des non-morts, ni vivants ni morts, errant dans une non-vie terrifiante. Ces êtres, disait-on, étaient rejetés par le ciel et l'enfer, condamnés à une existence sans espoir, dans les ténèbres éternelles. Richard s'était souvent interrogé, existait-il vraiment? À Kounda, les rumeurs prenaient une tournure concrète, et en tant que chef, il savait qu'il devait agir pour protéger son peuple. Ce soir, nous irons vérifier la tombe de Moussa, annonça-t-il, sa voix grave résonnant comme un tambour dans la savane. S'il est vraiment un non-mort, nous devons le confirmer avant qu'il ne cause plus de mal. Les villageois hochèrent la tête, bien que la peur se lise dans leurs yeux. Lamine, un jeune homme de 25 ans, mince et nerveux, vêtu d'un pagne vert délavé, leva une main tremblante. « Chef Richard, et s'il nous attaque ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Richard le fixa, son regard dur mais empreint de compassion. « Alors nous mourrons en protégeant notre village, Lamine, répondit-il, sa voix ferme. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant qu'un vampire rôde. » Sous une nuit sans lune, Richard mena un groupe d'hommes vers le cimetière, leurs palours résonnant sur la terre sèche. Les flammes vacillantes des torchers qu'ils portaient projetaient des ombres dansantes sur leurs visages tendus, marqués par la peur et la détermination. Lamine marchait à ses côtés, tenant une torche d'une main tremblante, tandis que d'autres hommes Oumar, Kofi, et deux anciens nommés Damba et Sékou suivaient en silence, leurs lances et machettes serrées dans leurs mains moites. L'air était saturé d'une humidité qui collait à la peau, et un vent étrange soufflait par intermittence, faisant frissonner les hautes herbes sèches comme des murmures menaçants. Les hiboux ululaient dans les arbres, et les criquets chantaient une mélodie lugubre, ajoutant à l'atmosphère oppressante. « On y est presque » murmura Richard, levant sa torche pour éclairer la tombe de Moussa, une simple dalle de pierre encore fraîchement scellée, entourée de terre rouge et de cailloux. Mais Lamine s'arrêta net, les yeux écarquillés, son souffle coupé. « Chef Richard, regardez. La tombe, elle est ouverte. » Richard s'approcha, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. La lourde dalle de pierre, qui pesait plusieurs centaines de kilos, avait été déplacée sur le côté, comme si une force inhumaine l'avait soulevée. En dessous, la fosse révélait le cercueil en bois brut, ses planches grossièrement clouées, baignant dans l'obscurité. « Ouvre-le » ordonna Richard à Lamine, sa voix tremblante malgré lui, une goutte de sueur perlant sur son front. Lamine hésita, jetant des regards nerveux aux autres hommes, qui reculèrent instinctivement, leurs torches tremblant dans leurs mains. « Moi, balbutia-t-il, sa voix montant dans les aigus. « Et s'il est là-dedans ? S'il nous attaque ?» Richard fronça les sourcils, posant une main ferme sur l'épaule du jeune homme. « S'il est un vampire, Lamine, il n'est pas là. Il se promène dans la nuit, cherchant des victimes. Nous devons savoir la vérité. »
Ouvre le cercueil. Lamine, les mains tremblantes, descendit dans la fosse, aidé par Kofi, un chasseur robuste de 30 ans, vêtu d'un pagne ocre, une lance attachée dans son dos. Ensemble, ils saisirent le couvercle du cercueil et le soulevèrent avec effort, les clous grinçant sous la pression. Un silence pesant s'installa, brisé seulement par le cri d'un hibou au loin, et une odeur de terre humide et de bois pourri emplit l'air. « C'est vide, » murmura Lamine, les yeux écarquillés, sa torche illuminant l'intérieur du cercueil. « Chef, le cercueil est vide. » Richard s'approcha, son souffle coupé, et regarda à l'intérieur. Il n'y avait rien, hormis les draps blancs qui avaient servi à envelopper le corps de Moussa, soigneusement pliés dans un coin, comme si quelqu'un les avait arrangés avec soin. « Il est parti, » murmura Richard, sa voix à peine audible, un frisson glacé parcourant son dos. « Moussa Diallo, c'est un vampire. Un vrai vampire. » Les hommes échangèrent des regards terrifiés, leurs visages pâlis par la lueur des torchers. « Qu'est-ce qu'on fait, chef ?» demanda Oumar, sa voix rauque, ses mains serrant sa lance si fort que ses jointures blanchissaient. Richard prit une profonde inspiration, essayant de calmer les battements de son cœur. « On ne peut pas rester ici, » répondit-il, sa voix regagnant un semblant d'assurance. « S'il est un non-mort, il reviendra à l'aube pour se reposer dans son cercueil. Nous devons partir maintenant, avant qu'il ne nous trouve. Demain, nous ferons venir quelqu'un pour nous aider. » Les hommes hochèrent la tête, trop effrayés pour discuter, et ils s'éloignèrent rapidement du cimetière, leurs torchers vacillantes disparaissant dans l'obscurité, laissant derrière eux une tombe ouverte et un village plongé dans la terreur. Le lendemain matin, un soleil éclatant perça à travers un ciel d'un bleu pur, contrastant cruellement avec l'horreur de la nuit précédente. Richard Yeke réunit les anciens sous le baobab pour discuter de la situation, espérant trouver des réponses dans leur sagesse collective. Parmi eux se trouvait Mama Awa, une femme de 82 ans, la mémoire vivante de Kunda, connue pour ses récits sur les ancêtres et les esprits. Ses cheveux gris, tressés et ornés de perles blanches, scintillaient au soleil, et elle portait un pagne violet noué autour de la taille, un symbole de sa sagesse et de son lien avec le monde spirituel. Assise sur une natte en raffia, elle tenait un bâton sculpté, un héritage de son grand-père, qu'elle utilisait pour ponctuer ses histoires. « Richard, tu veux savoir d'où vient cette malédiction ?» dit Mama Awa, sa voix rauque mais empreinte d'une autorité naturelle. « Écoute bien, car l'histoire des Diallo est ancienne, et elle porte le poids de la colère des esprits. » Elle ferma les yeux, comme pour convoquer les souvenirs, et sa voix prit une cadence rythmée, comme un chant. Il y a 3 générations, un ancêtre des Diallo, nommé Bakary Diallo, était un chasseur respecté dans tout le district de Ngolo. Il était connu pour sa bravoure, capable d'abattre un lion avec une seule flèche, et pour sa générosité, partageant toujours sa chasse avec le village. Mais Bakary était aussi ambitieux et cupide. Lors d'une chasse, il aperçut un éléphant sacré, un animal béni par les esprits de la forêt, reconnaissable à ses défenses blanches comme la lune et à une marque en forme de soleil sur son front. Cet éléphant était un gardien, un esprit protecteur, et tous savaient qu'il ne fallait pas le toucher. Mais Bakary, aveuglé par l'appât du gain, le tua pour vendre ses défenses à des marchands étrangers venus de la côte. Mama Awa marqua une pause, frappant doucement son bâton contre le sol, et les anciens hochèrent la tête, certains murmurant des prières. Les esprits de la forêt, furieux, maudirent Bakary et toute sa lignée, continua-t-elle. Ils décrétèrent que chaque Diallo, à sa mort, deviendrait un non-mort, un vampire rejeté par le ciel et l'enfer, condamné à errer dans une non-vie éternelle, se nourrissant du sang des vivants pour apaiser une faim insatiable. Cette malédiction devait rappeler aux hommes de Kunda le respect dû aux esprits de la terre. Richard sentit un frisson le parcourir, ses mains serrant le bord de sa natte. Mais pourquoi Moussa ? Pourquoi cette malédiction s'est-elle manifestée si fortement avec lui ? Demanda-t-il, sa voix teintée de frustration. Mama Awa soupira, ses yeux embués de tristesse. Moussa a aggravé la malédiction, mon fils, répondit-elle. Jeune, il était fasciné par les forces obscures. À l'âge de 20 ans, il a voyagé jusqu'à un village voisin où vivait un sorcier connu pour ses pactes avec les esprits sombres. Moussa,
avide de pouvoir, a conclu un pacte avec un esprit maléfique, offrant son âme en échange d'une longue vie et d'une force surnaturelle. Il croyait que cela le protégerait de la malédiction familiale, mais il s'est trompé. Ce pacte n'a fait qu'empirer le sort des Diallo, renforçant l'emprise des esprits sombres sur leur lignée. Chaque fois qu'un Diallo meurt, ces esprits se déchaînent, et Kunda souffre. D'en bas, un ancien de 65 ans au visage ridé, vêtu d'un pagne ocre, intervint, sa voix tremblante de souvenir. Je me souviens de la mort du père de Moussa, il y a 30 ans, dit-il, ses yeux fixant un point au loin. Des animaux ont été retrouvés vidés de leur sang dans les champs, des chèvres, des poulets, même un bœuf. Les enfants tombaient malades sans raison, leur corps brûlant de fièvre, et les guérisseurs ne pouvaient rien faire. La même terreur revient aujourd'hui, Richard. Moussa est plus dangereux que ses ancêtres, car son pacte a donné aux esprits sombres un pouvoir encore plus grand. Richard serra les poings, la colère montant en lui. Nous devons briser cette malédiction, dit-il, sa voix résonnant avec une détermination farouche. Je refuse que Kunda vive dans la peur à cause des Diallo. Nous devons trouver un moyen de mettre fin à cette terreur, pour nos enfants, pour nos terres, pour notre avenir. Mama Awa hocha la tête, posant une main ridée sur l'épaule de Richard. Il te faut un marabout puissant, Richard, murmura-t-elle. Quelqu'un qui peut neutraliser le vampire et purifier la lignée des Diallo. Mais cela aura un prix, et pas seulement en argent. Les esprits sombres ne lâcheront pas facilement leur emprise, et tu devras être prêt à affronter leurs ruses. Richard acquiesça, son regard fixé sur l'horizon. Je ferai ce qu'il faut, répondit-il, sa voix ferme. Pour Kunda. Ce jour-là, il envoya un messager à Zamaka pour trouver Amadou Sow, un marabout réputé dans toute la région pour sa capacité à combattre les forces occultes. Mais en attendant son arrivée, la peur continuait de ronger le village, et Richard savait que chaque nuit apportait son lot de dangers. Les jours suivants furent marqués par une série d'incidents qui intensifièrent la terreur à Kunda, transformant le village en un lieu de méfiance et de désespoir. Une nuit, une vieille femme nommée Kadi, qui vivait seule dans une case isolée près des champs de mil, fut réveillée par des bruits étranges. Kadi, âgée de 75 ans, avait une peau ridée comme une écorce de baobab et des yeux voilés par la cataracte, mais son ouïe était encore aiguisée. Elle se leva, tremblante, serrant un chapelet de perles contre sa poitrine, et s'approcha d'une fente dans le mur de sa case. « Qui est là » murmura-t-elle, sa voix chevrotante, mais seul le silence lui répondit. Puis, à travers la fente, elle aperçut une silhouette pâle, immobile, ses yeux rougeoyants brillant dans l'obscurité comme des charbons ardents. Kadi sentit son cœur s'arrêter. C'était Moussa Diallo, ou du moins ce qu'il en restait. Il ne parla pas, mais un rictus déforma son visage, dévoilant des crocs luisants, et il sembla fixer Kadi avec une intensité qui lui glaça le sang. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il disparut dans la nuit, laissant Kadi en larmes, priant pour que l'aube arrive vite. Elle passa le reste de la nuit à murmurer des prières, allumant une lampe à huile pour chasser les ombres, mais le sommeil ne vint jamais. Le lendemain, un autre incident frappa le village. Sékou, un éleveur de 45 ans, robuste et barbu, vêtu d'un pagne vert, trouva son troupeau de chèvres décimé. Sékou était connu pour ses animaux, qu'il élevait avec soin, les nourrissant d'herbes fraîches et les protégeant des prédateurs. Mais ce matin-là, alors qu'il menait ses chèvres à un pâturage près de la rivière, il découvrit un spectacle horrifiant. 10 de ces bêtes gisaient sur le sol, leur corps vidé de leur sang, des marques de morsures profondes sur leur cou, leurs yeux ouverts fixant le vide. « C'est Moussa » murmura Sékou, les larmes coulant sur ses joues, ses mains tremblantes alors qu'il caressait la tête d'une chèvre morte. « Il détruit tout ce que nous avons. » La nouvelle se répandit rapidement, et les villageois commencèrent à murmurer que Kunda était maudit, que les esprits sombres invoqués par les Diallo allaient tous les détruire. Richard, épuisé par les nuits sans sommeil, organisa une réunion d'urgence sous le baobab, espérant rassurer son peuple. « Nous devons rester unis, dit-il, sa voix tremblante de fatigue mais empreinte de détermination. Amadou Sow arrivera bientôt. En attendant, nous devons protéger nos familles et nos terres.
Il ordonna aux hommes de renforcer les cases avec des talismans des cordelettes de raffia bénies par le père Anselme, ornées de plumes blanches pour invoquer la protection des ancêtres et aux femmes de prier sous le baobab, invoquant les esprits pour qu'ils veillent sur Kunda. Les femmes, assises en cercle, chantaient des mélodies anciennes, leur voix s'élevant dans le ciel comme une prière collective, tandis que les enfants, effrayés, se serraient contre elles. Mais la peur était plus forte que les talismans. Une nuit, un enfant de 6 ans, nommé Yakuba, disparut. Sa mère, Aminata, une femme de 30 ans aux tresses ornées de perles rouges, courut jusqu'à la case de Richard, les larmes coulant sur ses joues, son pagne jaune taché de boue. « Yakuba est parti », cria-t-elle, sa voix brisée par le désespoir. Il jouait près de la rivière avec ses amis, et maintenant il a disparu. Richard sentit son cœur se serrer, une vague de culpabilité l'envahissant. Il organisa immédiatement une battue, rassemblant les hommes pour fouiller les environs, leurs torches illuminant la savane sous un ciel étoilé. Ils cherchèrent pendant des heures, leurs cris résonnant dans la nuit, jusqu'à ce qu'ils retrouvent Yakuba au petit matin, inconscient près de la rivière, son petit corps recroquevillé dans l'herbe. Des marques rouges, comme des morsures, étaient visibles sur son cou, mais il respirait encore, ses yeux clos et son visage pâle. « Moussa l'a épargné », murmura le père Anselme, traçant un signe de croix sur le front de l'enfant, ses mains tremblantes. Mais il pourrait revenir. Aminata, en pleurs, serra son fils contre elle, murmurant des remerciements aux ancêtres, mais l'incident brisa le moral des villageois. « Nous sommes maudits », murmura Fatou, ses mains tremblantes alors qu'elle tissait une natte. « Les dialos nous entraînent dans les ténèbres. » Richard, rongé par la culpabilité, savait qu'il devait agir vite. Il envoya un second messager à Zamaka pour presser Amadou Sow d'arriver, priant pour que le marabout puisse mettre fin à cette terreur avant qu'elle ne détruise Kunda. Chaque nuit, il montait la garde devant sa case, sa lance à la main, scrutant l'obscurité, prêt à protéger son village à tout prix. 3 jours plus tard, Amadou Sow arriva à Kunda, descendant d'une vieille voiture cabossée, un nuage de poussière rouge s'élevant derrière lui. Amadou, un homme de 52 ans, mesurait un m75, avec une peau ébène luisante et des yeux perçants qui semblaient lire dans les âmes. Il portait une tunique blanche immaculée et un turban blanc, symbole de pureté, et un sac en cuir pendait à son épaule, rempli d'herbes, de talismans et d'objets rituels. Les villageois, rassemblés sur la place centrale, murmurèrent des paroles de respect et d'espoir à son arrivée, leurs visages fatigués illuminés par une lueur d'optimisme. « Bienvenue, grand marabout, » dit Richard, s'inclinant légèrement, son pagne bleu scintillant sous le soleil de midi. « Nous avons besoin de toi. » Amadou posa son sac sur le sol et observa les villageois, son regard scrutant chaque visage comme s'il cherchait des signes invisibles. « Je sens une grande obscurité ici, » murmura-t-il, sa voix basse mais résonnante. « Conduis-moi à ta case, Richard Yekay. Raconte-moi tout. » Richard hocha la tête et guida le marabout jusqu'à sa case, une structure en terre ornée de motifs en forme de spirale blanche, symbole de l'éternité. À l'intérieur, ils s'assirent sur des nattes en raffia, et Richard commença son récit, sa voix grave empreinte d'urgence. « Moussa Diallo est mort il y a 4 jours, » expliqua-t-il, ses mains serrant nerveusement le bord de sa natte. Mais la nuit suivante, il est revenu. Il a attaqué une famille Oumar et Aïssa, blessant Oumar et dévorant leurs chèvres avec une sauvagerie qui n'avait rien d'humain. Depuis, il a terrorisé le village, des animaux ont été vidés de leur sang, une vieille femme l'a vu rôder près de sa case, et un enfant, Yakuba, a été retrouvé inconscient près de la rivière, marqué par des morsures. Hier soir, nous avons vérifié sa tombe au cimetière. Elle était ouverte, et son cercueil était vide, avec seulement les draps soigneusement pliés à l'intérieur. Moussa est un vampire, un non-mort. Peux-tu nous aider, Amadou ? Amadou hocha la tête, ses yeux perçants fixant Richard avec intensité. Je peux neutraliser ce vampire, répondit-il, sa voix calme mais assurée. Mais cela a un prix. Si vous me payez, je transformerai son esprit en animal, un singe, et un de vos chasseurs pourra l'abattre. Une fois le singe mort, le vampire sera affaibli, et nous pourrons achever son emprise sur ce monde. Richard montra un sac en toile rempli de billets,
fruit d'une collecte auprès des villageois. Chaque famille avait contribué, donnant ce qu'elle pouvait, des pièces, des billets froissés, même des bracelets en cuivre pour sauver Kunda. Voici l'argent, dit Richard, posant le sac devant Amadou. Fais ce que tu dois faire. Nous te faisons confiance. Amadou demanda qu'un feu soit allumé au centre de la cour du village, sous le baobab. Les villageois, curieux et nerveux, formèrent un cercle autour du marabout, leurs visages mêlant peur et espoir. Les femmes tenaient leurs enfants contre elles, murmurant des prières, tandis que les hommes, armés de lances et de machettes, se tenaient prêts à intervenir si nécessaire. Amadou sortit des herbes de son sac des feuilles de quincliba, des racines séchées de baobab et des pétales de fleurs rouges et les disposa autour du feu, formant un cercle sacré. Il alluma les flammes avec une torche, et une odeur âcre remplit l'air, mêlée à celle de la terre humide. Puis, il commença à psalmodier des incantations dans une langue ancienne, une langue que seuls les initiés pouvaient comprendre, un mélange de dialectes locaux et de mots sacrés transmis par ses ancêtres. Moussa Diallo, esprit maudit, toi qui erres dans les ténèbres, entonna-t-il, sa voix résonnant comme un tambour sacré, faisant vibrer l'air autour de lui. Moi, Amadou Sow, marabout et tueur de vampires, je t'ordonne de te manifester. Je vais te transformer en singe, et ton règne de terreur prendra fin. Il jeta une poignée d'herbe dans le feu, et les flammes s'élevèrent, crépitant avec une intensité surnaturelle, projetant des ombres mouvantes sur les visages des villageois. Un vent soudain souffla à travers le village, faisant vaciller les flammes, et les villageois retinrent leur souffle, leurs mains serrant leurs talismans. Soudain, un cri perçant retentit, un cri qui n'avait rien d'humain, et un singe apparut au centre de la cour, bondissant hors des flammes. Il était petit, mais ses yeux rouges brillaient d'une lueur maléfique, et ses mouvements étaient rapides, presque surnaturels. C'est lui, cria Amadou, pointant un doigt vers l'animal. C'est l'esprit de Moussa Diallo. Tuez-le. Richard appela Kofi, le chasseur du village, un homme de 30 ans, robuste, vêtu d'un paniocre, une lance attachée dans son dos. Kofi saisit son fusil, un vieux modèle hérité de son père, et visa le singe, ses mains tremblantes mais déterminées. L'animal, comme s'il sentait le danger, tenta de s'enfuir, bondissant vers les hautes herbes qui entouraient la place, mais Kofi tira, un coup sec résonnant dans l'air. Le singe s'effondra, mort, son corps inerte sur la terre rouge, ses yeux rouges s'éteignant lentement. Les villageois poussèrent des cris de soulagement, certains tombant à genoux, remerciant les ancêtres, tandis que les enfants, effrayés, se serraient contre leur mère. Mais Richard resta sceptique, son regard fixé sur le corps du singe. « Grand marabout, dit-il, sa voix teintée de doute, tu as tué un singe, mais comment être sûr que le vampire est vraiment neutralisé? Moussa est puissant. Et s'il revenait encore? » Amadou, impassible, ramassa une poignée de cendres du feu et la laissa glisser entre ses doigts, un sourire énigmatique sur les lèvres. Cette nuit, Moussa Diallo sortira une dernière fois de sa tombe, répondit-il, sa voix calme mais ferme. Il marchera jusqu'au centre du village et mourra ici, devant vous. Alors, vous saurez que j'ai dit la vérité, et vous me donnerez mon argent. Richard hocha la tête, bien que le doute persistât dans son esprit. Très bien, murmura-t-il, son regard se tournant vers le ciel où le soleil déclinait lentement. Nous verrons ce soir. Que les ancêtres nous protègent. La nuit tomba sur Kunda, plus sombre et plus oppressante que jamais. Les nuages de la saison des pluies, épais et lourds, cachaient la lune et les étoiles, plongeant le village dans une obscurité si dense qu'elle semblait palpable, une couverture de ténèbres qui étouffait les espoirs des habitants. Les hiboux ululaient dans les arbres, leurs cris résonnant comme des lamentations, et un vent froid soufflait par intermittence, faisant claquer les portes des cases et frissonner les villageois. Dans chaque maison, les familles se serraient les unes contre les autres, murmurant des prières, leurs lampes à huile projetant des ombres vacillantes sur les murs de terre. Au cimetière, à la lisière du village, des mouvements imperceptibles agitèrent la tombe de Moussa Diallo. La dalle de pierre, déjà déplacée la veille, trembla légèrement, comme si une force invisible la repoussait. Puis, lentement, une silhouette pâle émergea de la fosse, ses mouvements lents et mécaniques.
C'était Moussa Diallo, ou ce qu'il en restait. Son corps était blême, presque translucide, ses cheveux gris collés à son crâne par la sueur, et ses yeux rouges brillaient dans l'obscurité comme des charbons ardents. Il se redressa, vacillant, et murmura d'une voix rauque, un grondement qui semblait venir d'outre-tombe, une force m'attire vers le village. Je dois y aller. Puis, il commença à marcher, ses pas lourds laissant des empreintes dans la terre humide, son ombre s'étendant derrière lui comme une menace silencieuse. Sur la place centrale de Kounda, les villageois s'étaient réunis, leurs torchées vacillantes projetant une lueur tremblante sur leurs visages tendus. Richard Yekay se tenait au centre, sa lance à la main, son pagne bleu noué autour de la taille, ses perles blanches scintillant sous la lumière des flammes. Autour de lui, les hommes, armés de lances et de machettes, formaient un demi-cercle, leurs regards scrutant l'obscurité, tandis que les femmes et les enfants, rassemblés sous le baobab, murmuraient des prières, leurs voix tremblantes s'élevant dans la nuit. Amadou Sow était là, assis sur une natte, son turban blanc contrastant avec l'obscurité, ses yeux fixés sur l'horizon, un calme surnaturel émanant de lui. « Quelqu'un vient » cria soudain Aïssa, sa voix brisée par la peur, alors qu'elle pointait une silhouette qui approchait dans l'obscurité, ses pas lents mais déterminés. « C'est lui » murmura Fatou, serrant son collier de perles contre sa poitrine. « C'est Moussa Diallo. » La foule recula instinctivement, un murmure de panique parcourant les villageois, mais Richard leva une main, sa voix résonnant avec autorité. « Laissez-le passer » ordonna-t-il, ses yeux fixés sur la silhouette qui s'avançait. « Nous devons voir ce que le marabout a prédit. » Moussa s'avança, titubant, son corps frêle semblant sur le point de s'effondrer à chaque pas. Il atteignit le centre de la place, sous le baobab, et s'effondra à genoux, ses mains griffant la terre rouge, un gémissement rauque s'échappant de sa gorge. « Je n'ai plus mon esprit vampire » gémit-il, sa voix brisée par la douleur et le désespoir, des larmes coulant sur son visage blême, laissant des traînées dans la poussière qui maculait ses joues. « Appeler un prêtre ? Je veux me confesser. Je veux la vraie mort. Je ne peux plus supporter cette non-vie. » Richard, bouleversé par la détresse de Moussa, fit signe au père Gabriel, un prêtre de 45 ans, robuste et barbu, qui s'était joint aux villageois pour cette nuit cruciale. Le père Gabriel s'approcha, un crucifix en bois serré dans sa main, sa soutane noire flottant légèrement sous le vent. Il s'agenouilla près de Moussa, posant une main tremblante sur son épaule. « Mon fils, murmura-t-il, sa voix empreinte de compassion, veux-tu te repentir ? Veux-tu demander pardon pour les péchés qui t'ont lié à cette malédiction ?» Moussa hocha la tête, ses yeux rouges s'adoucissant, des larmes coulant abondamment sur son visage. « Oui. » murmura-t-il, sa voix rauque mais sincère. « J'ai fait un pacte avec le diable. Il y a des années. J'ai offert mon âme pour devenir un vampire, pour échapper à la mort. Mais je me repens. Pitié. Donnez-moi la vraie mort. Je veux rejoindre les ancêtres. Je veux la paix. » Le père Gabriel, ému, posa une main sur le front de Moussa, fermant les yeux alors qu'il récitait une prière. « Tu as sauvé ton âme, Moussa, murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Et en te repentant, tu sauves aussi tes descendants de cette malédiction. Que Dieu et les ancêtres t'accueillent dans la lumière. » Il administra l'extrême onction, traçant un signe de croix sur le front de Moussa, et un changement sembla s'opérer. Les yeux rouges de Moussa s'éteignirent lentement, redevenant d'un brun profond, et un sourire paisible, presque humain, se dessina sur ses lèvres. « La lumière. Je vois la lumière. » murmura-t-il, sa voix s'affaiblissant, avant de s'effondrer, mort pour de bon, son corps inerte sur la terre rouge, enfin libéré de la malédiction qui l'avait enchaîné. Les villageois, bouleversés, pleurèrent de soulagement, leurs cris de joie et de gratitude résonnant dans la nuit. Richard s'approcha d'Amadou, lui tendant le sac d'argent, ses mains tremblantes d'émotion. « Tu as tenu parole, grand marabout, dit-il, sa voix rauque, des larmes perlant au coin de ses yeux. Moussa est mort, et Kounda est libéré. » Amadou hocha la tête, prenant le sac avec un sourire énigmatique. « La malédiction est levée, répondit-il, sa voix calme.
Mais vous devez rester vigilant. Les esprits sombres cherchent toujours des âmes faibles. Protégez votre village avec la sagesse des ancêtres. Le lendemain matin, sous un soleil éclatant qui semblait bénir Kounda d'une lumière nouvelle, les villageois se réunirent au cimetière pour réenterrer Moussa Diallo une dernière fois. Cette fois, il n'y avait plus de peur dans leur cœur, mais un profond soulagement, une paix qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des semaines. Le père Gabriel, vêtu d'une soutane propre, bénit la tombe, aspergeant la dalle de pierre d'eau bénite, sa voix résonnant avec une sérénité retrouvée. « Que ton âme repose en paix, Moussa Diallo, murmura-t-il, traçant un signe de croix dans l'air. Et que Kounda soit protégé des ténèbres pour toujours. » Les hommes, dirigés par Richard Yekay, scellèrent la dalle de pierre, leurs mains travaillant avec soin, comme pour s'assurer que Moussa ne reviendrait jamais. Les femmes, assises à l'ombre des arbres, chantaient des mélodies anciennes, leur voix s'élevant comme une prière de gratitude aux ancêtres qui avaient veillé sur eux. Les enfants, libérés de la peur, couraient autour du cimetière, leur rire résonnant comme une musique joyeuse, un son qui réchauffait les cœurs des villageois. « La malédiction des Diallo est levée, » murmura Richard, regardant la tombe de Moussa, sa lance posée contre un arbre, symbole de la fin de la lutte. Moussa a trouvé la paix, et nous aussi. Il se tourna vers les villageois, son regard empreint de fierté et de gratitude. « Nous avons traversé l'obscurité, dit-il, sa voix grave résonnant sur la place centrale, où tous s'étaient réunis après l'enterrement. Mais nous avons tenu bon, ensemble. Que cela nous rappelle l'importance de notre unité, de nos traditions, et de notre foi en les ancêtres. » Les jours suivants, Kounda retrouva sa joie de vivre. Les champs de mil refleurirent, leurs épis dorés ondulant sous le vent, promesse d'une récolte abondante. Les troupeaux prospérèrent, les chèvres et les moutons broutant paisiblement dans les pâturages, leur bêlement résonnant comme un chant de vie. Les enfants jouaient à nouveau sous le baobab, lançant des cerceaux en bois et riant aux éclats, leurs visages illuminés par l'innocence retrouvée. Les femmes reprirent leur danse traditionnelle, leurs pagnes colorés rouges, jaunes, bleus tournoyant sous le soleil comme des flammes vivantes, tandis que les hommes chantaient des louanges aux ancêtres, leurs voix graves s'élevant dans le ciel clair. Une grande fête fut organisée pour célébrer la fin de la terreur, une célébration qui dura jusqu'au crépuscule. Un feu central brûlait au cœur de la place, projetant une lueur chaude sur les visages souriants des villageois, et une marmite de ragoût de mil et de poulet embaumait l'air, un symbole de partage et de communauté. Les femmes dansaient en cercle, leurs pieds frappant le sol au rythme des tambours, tandis que les hommes, assis autour du feu, racontaient des histoires de bravoure et de sagesse, leurs rires résonnant dans la nuit. Bakary et Issa Diallo, les fils de Moussa, s'avancèrent au centre de la fête, tête baissée, leurs pagnes noires contrastant avec les couleurs vibrantes des autres villageois. « Nous vous demandons pardon, » dit Bakary, sa voix tremblante, des larmes perlant au coin de ses yeux. « Notre famille a causé tant de souffrances. Notre père a fait des erreurs, et nous avons porté le poids de cette malédiction. Mais nous jurons de purifier notre lignée, d'honorer les ancêtres, et de ne plus jamais céder aux forces sombres. » Issa hocha la tête, ajoutant, « Nous voulons reconstruire notre honneur, pour Kounda, pour nos enfants. » Richard posa une main sur l'épaule de Bakary, son regard empreint de compassion. « Le passé est derrière nous, » répondit-il, sa voix grave mais douce. « Construisons un avenir meilleur, ensemble. Vous êtes toujours des fils de Kounda, et nous vous aiderons à retrouver la lumière. » Les villageois applaudirent, certains pleurant de soulagement, et Bakary et Issa, émus, s'inclinèrent devant Richard, un geste de gratitude et de respect. Mama Awa, assise sous le baobab, observa la scène avec un sourire, ses yeux brillants de fierté. « Tu as été un grand chef, Richard Yekay, » murmura-t-elle, sa voix rauque mais chaleureuse. « Les ancêtres sont fiers de toi, et Kounda est plus fort grâce à toi. » Richard s'inclina devant elle, le cœur léger, et murmura une prière de gratitude aux ancêtres qui avaient veillé sur son village. Kounda, désormais libéré de la terreur des vampires, retrouva sa sérénité. Les villageois, unis comme jamais, tissèrent un avenir où la peur n'avait plus sa place, un avenir ancré dans les traditions, la sagesse des ancêtres, et l'espoir d'un lendemain meilleur.
Sous le baobab, Richard murmura une dernière prière, sentant une chaleur douce envelopper son cœur, comme une caresse des esprits qui avaient guidé Kunda vers la lumière.